これよりお前にわしの力を託す。 Il y a de cela quelques mois, avant que je prenne une petite pause, j'avais lancé un petit concept pas méga novateur mais quand même intéressant qui consistait à essayer de résoudre des mystères ou tout simplement à répondre à certaines interrogations qui sont à l'heure d'aujourd'hui encore sans réponse sur l'univers de Naruto. Comme je l'avais dit, parfois certaines réponses que je donnerai relèveront de la théorie, je préciserai quand ce sera le cas. Et d'autres viennent directement des produits annexes, donc romans, guidebooks, interviews, ou même tout simplement du manga directement. Si vous me suivez, vous le savez, ces courtes vidéos sont juste là pour vous permettre de patienter en attendant des plus grosses productions. J'ai pris pas mal de retard sur ces fameuses plus grosses productions, c'est vrai, vu que j'ai dû prendre encore une fois une petite pause, mais ne vous inquiétez pas, ça finira bien par sortir un jour en tout cas. Mais surtout, si vous avez d'autres idées de mystères ou même de théories sur Naruto que je pourrais tenter d'expliquer, n'hésitez vraiment pas à me les proposer, je prends. Comme la fois dernière, on va prendre 3 sujets, dont un principal qui sera traité en fin de vidéo, que l'on va tenter d'expliquer. Ici, le sujet principal sera la naissance des Biju et la vraie naissance des Biju. Je vais pas me contenter de dire que le Rikudo Sennin a divisé le chakra de Doubi en 9. Ça, tout le monde le sait. Et je vais surtout expliquer en détail comment est-ce qu'il a fait. Mais je voulais aussi profiter de l'occasion pour parler d'Ignoton, vu que je vois pas mal de gens se poser des questions là-dessus ces derniers temps. Donc voilà. Et on parlera aussi, bien évidemment, de comment les villageois ont appris le fait que Naruto possède Kyuubi en lui, alors que c'est censé être quelque chose qui est secret. Donc, comme je l'ai dit, il se peut que j'ai répondu à un mystère sur les 3, que ce soit en vidéo YouTube ou en TikTok, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il y a forcément un mystère dont je n'ai jamais parlé, donc restez jusqu'à la fin pour voir la vidéo. Je l'ai déjà dit, mais ces vidéos sont volontairement courtes et assez peu travaillées au niveau de la forme, pour pouvoir me laisser un peu plus de temps pour les autres vidéos un peu plus grosses qui arrivent. Je prépare tout ça, vous inquiétez pas. Mais vous avez l'habitude, vous savez que même lorsque c'est ce genre de vidéo, j'aime quand même parler un petit peu d'écriture, de philosophie et de ce que raconte un personnage. Donc dans les mystères, j'introduirai de temps en temps mon analyse sur les persos, etc. Juste avant de continuer, je t'invite bien évidemment à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitch et Twitter. Tous les liens sont en description. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle de certains mystères dans Naruto. 命に意味はない。 Pourquoi Itachi déteste-t-il Hiruzen? Alors, le titre est volontairement accrocheur, car dire que Itachi déteste Hiruzen, c'est légèrement exagéré. Cependant, oui, Itachi en veut au Sandaime. Il lui en veut parce qu'il estime, a raison, et j'expliquerai pourquoi, que celui-ci a une grande part de responsabilité dans le massacre de son clan. Pour mieux comprendre, on va faire comme d'habitude, on va se plonger dans les 2 romans d'Itachi, Itachi Shinden Book of Bright Light et Book of Dark Light. Et si vous suivez mes vidéos, vous commencez à connaître ce light novel. Justement, dans le volume 2, donc Book of Dark Light, vers la fin, Itachi a rassemblé des infos sur le coup d'état. Et du coup, une fois qu'il les a rassemblés, il vient prévenir Hiruzen que le clan a prévu de donner l'assaut dans à peu près une dizaine de jours. Mais contrairement à ce qu'attendait Itachi, le 3e Hokage fit mine d'être surpris par cette info, et ainsi, le jeune Uchiha comprend que malgré le sacrifice de Shisui, qui a donné un sursis de 1 an au conseil pour trouver un compromis avec le clan Uchiha, ces derniers n'ont absolument rien fait pour engager des pourparlers ou pour arranger la situation de façon pacifique. Pire, Sarutobi demande à Itachi de encore gagner du temps, comme s'il n'en avait pas déjà assez, afin qu'il puisse trouver une autre solution. En fait, c'est faux, il voulait juste repousser l'inévitable, parce que, dans son fond intérieur, Hiruzen savait déjà ce qu'il voulait faire. De ce fait, une très grande colère s'empare de Itachi, parce que, comme j'ai déjà dit, il se dit que la mort de son meilleur ami n'a servi strictement à rien. Mais le narrateur nous précise cependant que malgré tout, Itachi arrive à contenir cette rage afin de ne pas l'exprimer publiquement. D'ailleurs, après cette réunion, il ira parler à Danzo qui lui dira que dans le fond, le Sandaime pense comme lui et cela aidera Itachi à prendre sa décision. Même si en vrai, dès l'instant où Hiruzen a fait le surpris, il savait déjà ce qu'il avait à faire. En fait, ici, il faut comprendre que Hiruzen a été très lâche. Saru, comme l'appelait le Nidaime, a été un élève de ce même Tobirama. D'ailleurs, tous les conseillers, donc Danzo, Homura et Koharu, ont également suivi l'enseignement du second Hokage. Et le maître ne transmet pas que des stratégies ou des jutsu à ses disciples, il leur transmet également son idéologie et ses principes. Tout comme Jiraiya a transmis à Minato et Naruto cette recherche de la paix,
Tobirama a sûrement, peut-être même de façon inconsciente, transmis sa méfiance du clan au Sharingan à ses disciples, dont Hiruzen. Beaucoup de gens pensent que Danzo a menti à Itachi quand il disait que Hiruzen pense la même chose. Mais non, sur ce coup, il avait bien cerné son rival. Sarutobi aussi pensait que le meilleur pour le village, c'était la disparition du clan Uchiha. Et il le pensait sûrement parce qu'il avait inconsciemment enregistré les biais de Tobirama. La preuve, quand Itachi a accompli sa mission, Hiruzen se sont vachement soulagés. Alors, il n'est pas heureux, hein, c'est pas Danzo non plus, mais dans ses dires, tu sens que c'est au final ce qu'il voulait. C'est un exemple que je prends souvent, mais quand il parle à Sasuke, une fois revenu en Edo Tensei, il lui dit que lui et ses conseillers ont obligé Itachi à massacrer son clan. Il s'inclut bien dans le processus parce qu'il sait qu'il n'a rien fait pour empêcher ce massacre. Attention les fans de Hiruzen, je ne dis pas que c'est nécessairement quelque chose de mauvais d'avoir accepté ce massacre. C'est un choix qu'il a fait et qu'il l'assume et qui a eu des conséquences, en l'occurrence, ce qu'est devenu Sasuke en est une. Mais c'est peut-être qu'il pensait bon pour le village à un instant T. Et d'ailleurs, au contraire, je trouve que cette histoire sert le développement et l'écriture du personnage de Hiruzen. Hiruzen est un perso rongé par ses regrets, et tout ça le montre très bien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui où j'ai beaucoup mieux détaillé tout ça, et donc vous pourrez aller la voir, je la mettrai en annotation en fin de vidéo. En fait, je pense que ce qui a blessé vraiment Itachi, c'est qu'il n'avait pas vu Hiruzen venir avec ça. Je pense qu'il était sûrement moins surpris par Danzo, car lui, au contraire, il le voyait venir. Faut savoir que depuis tout petit, Itachi se méfie de lui, sûrement depuis le jour où celui-ci lui a posé une certaine énigme. Il lui avait demandé ce qu'il devait faire si 9 villageois étaient infectés par une maladie très grave et très contagieuse. Itachi, qui était à l'époque un enfant, répondit qu'il fallait mieux tuer les 9 personnes pour sauver les autres villageois. Et justement, Danzo, lui, ce gros malade, fut satisfait de la réponse. Et ce que je trouve intéressant avec cette énigme, c'est qu'en réalité, elle représente très bien ce que Itachi fera plus tard. Il a préféré sacrifier son clan pour sauver le plus grand nombre. Je vous conseille vraiment de lire les 2 romans de Itachi parce que en termes de développement pour le personnage, c'est super intéressant. À ça, faut ajouter le fait que Danzo a tout fait pour que Itachi grimpe les échelons très vite, donc oui, il se méfiait de lui. Pour conclure, oui, Itachi en veut à Hiruzen. Il lui en veut car celui-ci n'a rien fait et que la mort de son meilleur ami n'a au final servi à rien. Comment les habitants de Konoha ont-ils su que Naruto possédait Kyuubi? Alors, dès les premiers chapitres, on comprend et on voit que Naruto est rejeté par les habitants de Konoha, qui lui vouent une haine vraiment particulière. Très rapidement également, on apprend que c'est parce que le démon renard à 9 queues réside en lui et que les villageois font un amalgame entre le Kitsune, qui a attaqué et détruit leur village il y a 12 ans, et ce petit garçon qui au final, en plus d'être innocent, est surtout leur sauveur. Mais une question se pose, comment les villageois ont-ils su que Naruto avait Kyuubi en lui? Parce que lors du scellement des Biju, seul le Sandaime et quelques shinobi qui semblent être en plus des Jonin et des proches de Hiruzen étaient présents. Je pense pas qu'ils aient Pukav. De plus, la date d'accouchement de Kushina était restée secrète et personne ne savait qu'elle allait donner naissance ce jour-là. À ça, il faut ajouter que comme Kakashi le dit, contrairement à Suna, au village caché des feuilles, tout ce qui concerne les Biju et les Jinchuriki, c'est secret défense. C'est d'ailleurs pour ça qu'une fille aussi intelligente et cultivée que Sakura ne savait rien sur Kyuubi et les Jinchuriki. Et c'est aussi pour ça que les villageois avaient pour interdiction d'en parler publiquement. Donc on peut même en déduire que très peu de gens savaient que Kushina était le Jinchuriki de Kyuubi. Donc tout ça pour dire qu'en temps normal, personne au village n'aurait dû être au courant que Naruto abritait la bête. Et ben tout comme le mystère précédent, on a la réponse dans le volume 2 du roman de Itachi, Itachi Shinden Book of Dark Light. Dans ce roman, Yoji Aburame nous a appris la vérité. Très rapidement, qui est Yoji Aburame? Eh ben, il s'agit d'un mec du clan Aburame qui fut recruté par Danzo après que ce même jeune homme ait assassiné son père pour se protéger de celui-ci. Mais ce mec avait une particularité, il parlait à travers ses insectes. En fait, il faut savoir que son père lui avait tranché la gorge quand il était plus jeune et de ce fait, il perdut la capacité de parler. Et c'est lui aussi qui a empoisonné Shisui et qui l'a donc poussé à se suicider. Bon, au final, Itachi le tuera pour venger son meilleur ami, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'introduire ce personnage. Donc, ce fameux Yoji, qui fait partie de la racine, dira à Itachi qu'en réalité, c'est Danzo, oh putain, qui a dit aux villageois que Naruto était l'hôte de Kyuubi. Une vraie poucave ce mec, mais c'est incroyable.
Et pourquoi il l'a fait? Tout simplement pour que la haine des villageois n'aille pas vers les dirigeants du village, mais plutôt vers Naruto. Cela permet de garder une certaine stabilité malgré les événements tragiques qui ont eu lieu. Alors, c'est un truc de bâtard, hein, mais il faut savoir que ça a sûrement permis à Hiruzen d'exercer tranquillement son pouvoir pendant les années qui ont suivi. En gros, il a sacrifié Naruto pour préserver son pouvoir à lui et aussi le pouvoir des dirigeants. De façon globale, j'aimerais rapidement parler du personnage de Danzo. Pour moi, le mot qui qualifie le mieux Danzo, c'est clairement ténèbres. Non pas dans le sens où il serait aveuglé par le mal, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre. Comme lui-même le dit, il est les ténèbres et Hiruzen, c'est la lumière. Et c'est cette dualité qui rend l'écriture du personnage si intéressante selon moi. C'est un personnage que l'on déteste et c'est ce qu'a sûrement voulu véhiculer l'auteur. Danzo représente un peu le croque-mort, celui qui fait le sale boulot pour que tout se passe bien. Orochimaru expose très bien cette théorie. Dans Sasuke Shinden Raikkohen, Sasuke demande à son ex-mentor pourquoi est-ce que lui il était encore en liberté. Et Orochimaru lui dit que la raison pour laquelle lui-même, Sasuke et Kabuto étaient encore en liberté, c'est tout simplement parce que même en temps de paix, et je dirais même surtout dans ces temps-là, il faut des gens pour exécuter les sales besognes, faire des trucs un peu immoraux que les dirigeants, eux, ne peuvent pas faire. C'est aussi d'ailleurs à ça que sert l'Ambu. Et c'est ce qu'a longtemps été Danzo, un personnage qui assume les ténèbres du village afin de le faire prospérer. C'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, Hiruzen a sûrement fermé les yeux sur certaines actions de son coéquipier. Parce qu'il sait que même si dans le fond, il veut sa place, Danzo est primordial pour le village. De toute façon, ce rôle colle parfaitement avec l'histoire de Danzo, un homme qui est rongé par un complexe d'infériorité. Complexe qu'il a par rapport à Hiruzen. Ainsi, lui le jaloux, descendra volontairement et pleinement et en pleine conscience dans les ténèbres pendant que Sarutobi, lui, prenait la lumière. Mais ce qui est ironique, c'est que le grand Sarutobi, qui lui était la lumière, finira lui-même par être rongé par des regrets. Ce système d'ombre et de lumière est d'ailleurs toujours présent à Konoha en la personne de Sasuke et Naruto. Et même si Sasuke n'agit pas comme Danzo, on sait que ce n'est pas non plus un tendre, c'est pas un enfant de cœur. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel était Shojochi, le cloneur de cadavres, quand celui-ci entre dans la pièce. Il est directement effrayé à cause de la réputation de Sasuke. Preuve que oui, Sasuke est connu pour peut-être torturer ou soutirer difficilement des informations aux gens. Voilà donc ce que je voulais dire sur Danzo Shimura. 弟アシュラはお前に転生したのだ。わしの目にははっきりとアシュラのチャクラがお前に寄り添うのが見える。Comment sont réellement nés les bijoux? Et là, on arrive au mystère principal de la vidéo. Bon, déjà, je pense que tout le monde le sait. Un bijou, au niveau physique du terme, c'est avant tout qu'une espèce de grosse masse de chakra. J'en parlerai plus en détail lorsque je parlais d'Ignoton et tout. Bien qu'étant généralement supérieur aux shinobi et humains, il existe cependant une poignée d'humains capables de tenir tête à un bijou. On a bien évidemment les légendes comme Madara et Hashirama, mais également le Sandame Raikage qui a affronté Gyuki, alias Hachibi, en 1v1 et dont le combat s'est fini par un double KO. Le démon à 8 queues, on a au passage gardé un souvenir particulier, preuve de la puissance de Ei le père. La plupart des bijous sont inspirés d'animaux du folklore japonais, dont le plus connu Kurama, qui est inspiré du kitsune, le renard à 9 queues de la mythologie japonaise. Alors, de grâce, quand vous voyez un renard à 9 queues dans un autre manga ou tout simplement dans une autre œuvre, ne pensez pas que ce soit forcément une ref à Naruto. Non, c'est quelque chose qui est dans la mythologie japonaise. Mais en réalité, il est clair que l'existence des bijous dans l'œuvre de Naruto est avant tout là pour servir le propos principal de la seconde partie. La guerre. En effet, les bijous ne sont que des allégories des différentes courses à l'armement qui ont notamment été observées avant les débuts des guerres mondiales. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont liés à l'Akatsuki, puisque comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo, l'Akatsuki est avant tout une organisation où chacun des membres est le résultat d'un conflit armé. Mais du coup, revenons au cas des bijous et de leur création. Comme on le sait, particulièrement avec Boruto, dans l'univers, il existe des créatures appelées Otsutsuki. Ces créatures sont des envahisseurs qui, accompagnés d'une autre créature qu'on appelle Jubi, parcourent le monde afin de trouver des planètes ou faire fructifier l'arbre Shinju et récupérer le fruit. Et c'est donc ce qui s'est passé sur Terre. Il y a plusieurs siècles, un couple d'Otsutsuki débarquèrent sur Terre. Une femme du nom de Kaguya Otsutsuki, une de rang inférieur, et un homme du nom de Ishiki Otsutsuki, une de rang supérieur. On le sait tous, Kaguya trahit Ishiki
et volera le fruit de l'arbre Shinju. Suite à ça, elle obtiendra une puissance hors du commun. Ce qui est intéressant, c'est que Hagoromo dira que le Jubi se manifeste comme une représentation de la volonté de Kaguya. Et une fois vaincu, cette volonté de Kaguya fut scellée par le Rikudo Sennin. Enfin, pour être plus précis, il sépara le chakra de Jubi de son enveloppe corporelle, et donc Jubi dépouillé de son enveloppe corporelle, ça donne la statue Gedomazo qui sera plus tard envoyée sur la lune, surveillée par Hamura. Et ensuite, il utilisera le chakra pur de ce Jubi pour créer les 9 bijous. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que les bijous ne sont physiquement, au final, qu'une grosse masse de chakras. Mais du coup, comment il a divisé le chakra de Jubi ? Quelle technique a-t-il utilisé? Eh bien, le 4e databook, le Jinosho, nous apporte une réponse à cette question. Et Kishimoto nous dit que c'est tout simplement grâce à l'Ignoton. Mais du coup, qu'est-ce que l'Ignoton? Ben, c'est l'art de fusionner le Inton, donc la partie yin du chakra, et le Yoton, donc la partie yang du chakra. Le 4e databook nous vend l'Ignoton comme le jutsu secret qui a créé toute chose à partir du néant. Pour comprendre cette affirmation, il faut commencer par comprendre ce que sont le Inton et le Yoton. Alors, comme je l'ai dit, le Inton est la partie yin du chakra. Le Jinosho nous dit que le Inton permet de créer des formes à partir du néant et que le Yoton, lui, permet d'introduire la vie dans certaines choses, dont justement les formes créées à partir du néant. On nous dit également que les Uchiha ont hérité principalement du Inton et que les Senju, eux, ont plus hérité du Yoton. Cependant, le même databook nous confirme qu'il ne faut pas nécessairement être un Senju ou un Uchiha pour l'utiliser. Le clan Nara, par exemple, utilise parfaitement le Inton pour étirer et manipuler son ombre. Alors oui, l'ombre existe déjà, il ne la crée pas à partir de rien, mais normalement, elle a une taille définie en fonction de la lumière, etc. Mais grâce au Inton, les Nara, eux, peuvent l'étendre, pas jusqu'à l'infini parce qu'il faut de la lumière, mais peuvent quand même beaucoup l'étendre. Pareil, on nous dit aussi que les Akimichi utilisent le Yoton pour contrôler une partie de leur vitalité, en l'occurrence leur poids. Et du coup, la fusion des deux crée ce qu'on appelle l'Ignoton. Hagoromo a donc utilisé le Inton pour imaginer et créer la forme des bijous et le Yoton pour leur donner la vie. Pareil pour Naruto lorsqu'il a soigné l'œil de Kakashi. Il a pris une part de Kakashi pour recréer son œil avec le Inton et lui redonner de la vitalité grâce au Yoton. Tout ça, c'est expliqué dans le Jinosho. D'ailleurs, la façon dont Hagoromo utilise l'Ignoton pour créer les bijoux sera en partie dérivée pour créer la technique Izanami utilisée par les Uchiha. C'est d'ailleurs pour ça que je pense, si je me souviens bien, à un moment Obito disait que grâce à l'Izanami, le Rikudo Sennin a pu créer les bijoux. C'était pas exact, mais en partie oui. Cependant, l'Izanami n'est pas du Ignoton à proprement parler. Alors oui, les Uchiha utilisent le Inton pour imaginer une illusion de eux et le Yoton pour leur donner la vie. Sauf que les Uchiha n'ayant pas forcément une grosse prédisposition pour le Yoton, cette technique est incomplète et ne dure que quelques instants, en plus de provoquer la perte de l'œil. Alors les conséquences, c'est moi qui les imagine, je tiens à le préciser, mais par contre oui, les Uchiha utilisent bien le Inton et le Yoton comme j'ai dit pour faire ce que j'ai dit. Seul quelqu'un maîtrisant parfaitement l'Ignoton peut utiliser l'Izanagi à pleine puissance sans perdre son œil. Mais malheureusement, aucun, et je dis bien aucun Uchiha ne maîtrise l'Ignoton. Et en parlant de personnes maîtrisant l'Ignoton, pour finir cette vidéo, je vais faire une liste exhaustive de ceux qui maîtrisent cet art. Car il ne suffit pas de posséder un peu de Sansenju, un peu de Senju Uchiha ou inversement pour que ça fonctionne, hein. C'est un peu plus complexe. À la limite, bon, peut-être que ça stabilisera un peu la technique, comme Danzo par exemple, mais ça n'empêchera pas la cécité ou quoi si on utilise l'Izanagi. Par contre, il semble que oui, ça limite ou empêche quasiment la cécité lorsque on utilise le Mangekyu Sharingan. Du coup, les utilisateurs de l'Ignoton sont, en premier, Kaguya Otsutsuki, qui, ayant mangé le fruit de l'arbre Shinju, a pu s'éveiller à l'Ignoton. Ensuite, elle a transmis ce pouvoir à ses deux enfants jumeaux, Hamura et Hagoromo. Vu ce qui est dit, Hagoromo a transmis la totalité de son pouvoir à Ashura, dont l'Ignoton. Donc voilà pour ceux qui l'ont eu entre guillemets légalement, même si ça ne veut pas dire grand chose. Ensuite, il est dans le 4e databook précisé que quiconque qui devient l'hôte de Jubi obtient les mêmes pouvoirs que l'ermite Rikudo, dont l'Ignoton. Ce qui veut dire que Jubito et Madara Rikudo le possèdent également. Après, il y a aussi Naruto. Bon, pour lui, c'est un petit peu plus spécial. Il a reçu une partie pure du chakra Yoton de Hagoromo, traduit par l'espèce de soleil. Là, il a reçu pendant un petit moment. Tout comme Sasuke, lui, n'a reçu que la partie Inton. Sauf que Naruto, lui, possédait en lui la partie Yin de Kurama,
que lui avait passé Minato. Et en combinant les deux, il a acquis l'Ignoton. Et pour finir, il semble que lorsqu'on s'éveille au Tensegan, il est possible d'utiliser l'Ignoton à travers le mot de chakra du Tensegan. Cela est traduit par l'apparition des Gudodama. Le dernier utilisateur de l'Ignoton connu à ce jour est donc Toneri Otsutsuki. Donc, à part les 8 persos que je viens de citer, aucun autre perso de l'univers de Naruto ne possède l'Ignoton. Enfin, si j'ai oublié personne, c'est possible, mais non, je pense que c'est tout. Donc non, Hashirama ou Hiruzen ne maîtrisent pas l'Ignoton. Voilà donc pour la véritable naissance des Biju. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur justement Hiruzen, qui peut être très très intéressante par rapport à ce que j'ai dit sur Danzo, etc. Elle est bien plus complète, donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas le Twitter qui est en description, on parle souvent là-bas. Et donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.